Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude 2 histoires qui font bien flipper. Et mes amis, il y a 2 jours, j'ai reçu une excellente nouvelle. Je peux pas vraiment encore vous en parler parce que j'ai pas le droit. Mais sachez que fin mars, j'aurai besoin de toute votre aide. Vraiment, il faudra qu'on forme une équipe. Mais bon, je vous en parlerai en temps voulu. En tout cas, je suis trop content. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreux à faire partie de cette aventure. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas aussi que j'annoncerai tout ça. Et moi, je vous propose de prendre une petite boisson, d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Elona. Elona, c'est une fille de 26 ans. C'est quelqu'un de posé qui vit sa vie tranquillement sans chercher les problèmes. En fait, elle nous raconte qu'elle a une vie plutôt banale, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle voit sa famille. Pendant le week-end, elle en profite pour souffler un petit peu, pour se régénérer. Et cette sorte de routine, elle dure depuis plusieurs années. Notre amie nous raconte qu'elle travaille dans un petit bureau où elle fait ses journées sans vraiment se plaindre. Les journées, elle nous raconte qu'elles passent très vite parce qu'en fait, c'est une ambiance incroyable entre les collègues, il y a beaucoup de rire. Ils se font souvent des blagues et surtout, ils discutent de sujets un petit peu personnels, si je peux dire. Par exemple, ils se racontent leur week-end, ils parlent de leurs projets, de leurs ambitions. Et ça, Elona, elle aime bien parce que ça casse un petit peu cette barrière de collègues de travail. Le soir, quand Elona, elle rentre, elle nous raconte qu'elle est très fatiguée, mais très contente de retrouver son mari et sa petite bulle. Et elle nous donne un détail sur sa personnalité, c'est qu'elle déteste toutes sortes de conflits. Et de façon plus générale, c'est pas que les conflits qu'elle déteste, c'est le fait de s'énerver. Elle nous dit simplement qu'elle se considère comme une personne très douce, très calme, très posée, donc la moindre seconde où elle s'énerve, ça ne lui convient pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui son mari est son mari, parce que c'est aussi quelqu'un de très calme, de très posé, et il n'y a presque jamais d'embrouille. Notre amie, elle est très proche de ses parents et plus globalement de sa famille. Sa sœur, elle la voit presque toutes les semaines, elles font des activités, du shopping, des petits repas. Et ça, j'ai envie de dire, c'est trop cool. Ça fait plusieurs années qu'elle et son mari sont mariés, qu'ils vivent ensemble, et elle le décrit comme quelqu'un de très tranquille, très rassurant, qui, à la moindre tension, a tendance à régler la chose très rapidement en quelques phrases. Et ça, vous l'aurez compris, pour Elona, c'est extrêmement important. Elona, ça lui fait du bien d'être avec une personne comme ça, parce que dans sa tête, elle n'a jamais eu envie d'une vie compliquée. Pour elle, le bonheur c'est simple, c'est juste quand tout se passe normalement et de façon très fluide. Le jour où se passe son histoire, elle nous raconte que c'est une journée comme les autres. Elle fait sa journée de travail, une fois terminée, elle a simplement envie de rentrer à la maison. Du coup, elle monte dans sa petite voiture, elle démarre, et elle met sa musique préférée. Elle commence à rouler en se disant que la journée, ça y est, elle est terminée, qu'elle va enfin pouvoir rentrer à la maison, souffler un peu, se reposer, et ne penser à rien. Ce soir-là, elle prend la route habituelle, celle qu'elle connaît absolument par cœur. C'est un petit chemin assez étroit où il faut faire quand même un petit peu attention parce que sinon tu finis avec Papa Johnny. Mais bon, elle la prend plusieurs fois par jour, elle connaît le moindre détail de cette route, donc elle avance vraiment en mode je m'en balèque. Sauf que tout à coup, il y a une énorme voiture qui surgit de nulle part, il lui coupe la route très brusquement et elle, son premier réflexe, c'est de freiner. Deuxième réflexe qu'elle a, c'est pas de mettre un petit coup de klaxon, c'est d'appuyer la main pendant plusieurs secondes. Et vous allez me dire, c'est quelque chose d'instinctif, on l'aurait absolument tous fait. Le problème, c'est que le mec, dans la voiture d'en face, il le prend très mal. Elona, elle le voit devant en train de faire des grands gestes comme si elle avait insulté toute sa descendance. Sauf que, je vous le rappelle, elle a simplement appuyé sur le klaxon pendant 2 ou 3 secondes. Bon, notre amie, elle se dit que voilà, c'est des choses qui arrivent, elle est un petit peu à cran. Mais bon, elle va pas en faire toute une histoire, elle continue de rouler, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas de la personne d'en face. Quelques secondes plus tard, la voiture ralentit d'un coup, comme pour la laisser passer. Elona trouve ça bizarre, mais elle ne s'arrête pas. Elle continue d'avancer et elle se retrouve devant lui. Et c'est là que ça commence à sentir mauvais. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que Elona avec sa voiture, elle est devant lui et le mec, il se met à la coller. Et c'est pas un petit peu en mode voilà, les distances de sécurité sont pas vraiment respectées, c'est vraiment, il colle son pare-choc contre l'arrière de sa voiture. Des fois, ça lui arrive même d'accélérer pour lui faire peur comme s'il allait lui foncer dedans. Et parfois, il fait tout le contraire, il s'arrête, il ralentit, en mode « t'inquiète, je te laisse tranquille ». Elona, elle comprend très vite que c'est pas simplement un conducteur qui est énervé, c'est vraiment un mec qui a fait toute une affaire d'état par rapport au klaxon d'il y a quelques minutes. Il a probablement considéré ce geste comme un affront ou même pire, une humiliation, et elle comprend très vite qu'il ne va pas la lâcher. Bref, notre amie Elona continue d'avancer, mais le mec, lui, il accélère quand elle accélère, il freine quand elle freine, donc vous aurez compris, il ne veut pas la laisser partir. Elona, malgré tout ça, elle panique pas, elle essaye de garder la tête froide, mais il y a une chose qui est sûre et certaine dans sa tête, c'est qu'elle se dit « je ne vais pas rentrer à la maison parce que ce mec, à tout moment, il connaîtra mon adresse ». Donc, vous l'aurez compris, elle sent que ça commence un petit peu à puer, mais elle essaye de pas paniquer. Le problème, c'est que ce fou de la route, il faut quand même s'en débarrasser parce qu'à tout moment, il provoque un accident. Et tout dépend le type de l'accident, d'ici quelques minutes, notre amie Elona, elle fait un ping-pong avec tonton Johnny. Donc, dans tous les cas, il faut agir et faire quelque chose. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle change
change un petit peu sa trajectoire, donc elle change de route. Elle tourne, elle avance, elle tourne à gauche, à droite, puis de nouveau à droite et ensuite tout droit. Et évidemment, vous l'aurez compris, ce mec la suit. Notre amie respire, elle attrape son téléphone, elle appelle son mari en vitesse et elle lui dit écoute, il y a quelqu'un derrière moi qui me suit en voiture, je peux pas rentrer à la maison, j'ai beaucoup trop peur, mais heureusement, d'ici quelques toutes petites minutes, j'arrive devant ton travail. Elona, elle comprend vite que cet appel, c'est sa seule option. Et quand elle arrive près du rond-point, elle pense vraiment que le mec va lâcher l'affaire parce qu'elle ralentit. Elle ne met même pas son clignotant pour montrer où elle va tourner. Carrément, elle fait le tour du rond-point plusieurs fois, histoire d'être sûre que le mec ne capte pas où elle va. Et logiquement, dans sa tête, elle se dit c'est bon, je suis sortie d'affaire. Sauf que, une fois qu'elle prend la sortie, elle regarde dans son rétro, elle voit que derrière, il y a toujours cette putain de voiture. Et le mec qui la conduit, il fait des gestes à tout va avec ses bras. Il fait des gestes agressifs comme si c'était elle la folle. Donc, ce que notre amie fait, c'est qu'elle continue de rouler, elle fait un demi-tour, puis elle retourne dans le rond-point. Étant donné, bon, là il faut essayer de se visualiser un petit peu la chose dans la tête, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. En gros, imaginez-vous un rond-point qui est à deux voies, une voie intérieure, une voie extérieure. Elona, elle se met à l'intérieur, et le mec, il va se mettre sur la voie extérieure, donc à sa droite. Pendant qu'elle tourne autour du rond-point, le mec, en fait, petit à petit, il commence à la resserrer contre le centre du rond-point. Je sais pas si c'est très clair, je l'espère. Et on dirait vraiment que le but de ce mec, c'est que Elona, elle tape sa voiture dans le rond-point et qu'elle fasse un accident, des tonneaux ou je ne sais quoi. En même temps, je vous le rappelle, elle a son téléphone à côté d'elle, sauf que elle a pas trop envie de le regarder parce que à tout moment, c'est ça la cause de l'accident. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort du rond-point et elle essaye simplement d'aller tout droit, histoire d'atteindre le travail de son mari. Mais plus elle avance, plus elle voit dans son rétro que ce mec fait des trucs vraiment très débiles sur la route. Il s'approche, il recule, il fonce, il pile sur les freins, et on dirait vraiment que ce gars, il considère tout ça comme un jeu. Elona, elle se sent piégée dans sa toute petite voiture, parce que, oui, elle est très petite par rapport à celle du mec, et elle se dit, mais ce fou de la route, il peut m'écraser à tout moment avec son énorme voiture. À un moment, elle tourne dans la zone industrielle où se trouve le bâtiment de son mari. Et normalement, à cette heure-là, il y a un peu de passage, mais aujourd'hui, évidemment, il n'y a personne. Il y a quelques entrepôts qui sont fermés, quelques bâtiments vite fait éclairés, mais il n'y a pas la présence d'un humain. Et petit à petit, elle commence à entendre le klaxon du mec derrière elle. Et elle comprend une chose, c'est qu'on dirait que ce gars, il veut qu'elle s'arrête. Elle continue d'accélérer, elle a du mal à garder la voiture bien droite, mais elle continue quand même, parce que si elle s'arrête avant d'arriver au travail de son mari, c'est terminé pour elle. À un moment, elle reconnaît l'endroit où elle reconnaît les bâtiments, ça y est, elle arrive presque au travail de son mari, et elle voit au loin l'entrée du parking. Mes amis, c'est à ce moment précis que la voiture derrière elle accélère, elle vient se mettre à la même hauteur. Elona, elle tourne à gauche, elle s'arrête, et le mec vient se garer juste à côté d'elle. Là, elle reste dans sa voiture parce qu'elle ne comprend pas comment c'est possible que la situation dégénère autant pour un simple klaxon. Et plus globalement, comment est-ce qu'une personne peut être aussi atteinte dans son ego pour quelque chose comme ça? Très vite, le mec ouvre sa portière, il sort de sa voiture, il marche dans sa direction sans hésitation, il bourrine à la vitre d'Elona, et elle, son premier réflexe, c'est de verrouiller toutes les portes, histoire d'être en sécurité. Là, vous vous en doutez bien, le mec hurle de toute son âme, il l'insulte de tous les noms, elle et sa descendance, et je crois même qu'il insulte sa tante, enfin, pour vous dire qu'il insulte tout le monde. Et là, ce qu'il va lui dire, mes amis, c'est lunaire. Il lui dit en gros qu'elle n'a pas à klaxonner un mec qui conduit une vraie voiture, qu'elle n'est tout simplement personne avec sa petite voiturette de merde, je cite, ce sont ses propos, et il tire comme un bourrin sur la poignée de la portière, comme pour l'ouvrir. Elona, vous imaginez bien, elle a l'impression d'être coincée dans une cage, et elle se dit à un moment, mais ce mec est tellement enragé qu'il va finir par réussir à ouvrir cette portière. Pendant ce temps, elle tourne la tête de l'autre côté pour voir si son mari arrive, mais vous vous en doutez bien, elle ne voit personne. Pendant ce temps, à l'autre fenêtre, le mec colle son visage sur la vitre comme s'il voulait lécher la vitre, enfin, c'est vraiment un malade. Et là, il commence à débiter des phrases qu'elle ne comprend même pas. Elona, à ce moment précis, elle a une chose qui lui vient en tête, elle se dit « Il faut que je fasse le plus de bruit possible, comme ça... » ça va peut-être attirer des gens. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lève la main, elle met un énorme coup sur le klaxon, et au même moment, elle entend une voix qui hurle dans la rue. Et cette voix, elle la reconnaîtrait parmi des millions. C'est celle de son mari. Il est en train tout simplement de crier son prénom en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle le voit dans le rétro qui est en train de courir dans sa direction. Et mes amis, je vous spoil pas, mais je crois que vous n'êtes pas près de ce qui va se passer. Son mari arrive, logiquement, il commence à se battre avec le mec. Et c'est vraiment une baston qui dure pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, Elona, elle est dans sa voiture, elle est complètement paralysée. Et à un moment, elle reprend un peu ses esprits, elle se dit « Bon, attends, je vais quand même sortir pour aller aider mon mari. » C'est ce qu'elle fait, elle ouvre la portière, elle sort de la voiture, elle essaye de s'en prendre au mec, sauf que le gars, il les couche les deux. Bon, là, ça commence un petit peu à sentir mauvais parce que les deux sont au sol et le gars, on ne sait pas ce qu'il a prévu. Et à un moment, il se met à rouer de coups le mari d'Elona, mais quand je vous dis rouer de coups, c'est pas juste un coup de pied et un coup de poing, c'est genre des énormes droites de forain et
son mari, il ne se relève pas. Il est au sol, complètement sonné, il ne sait même plus sur quelle planète il se trouve. Et là, le mec, le fou de la route, il va faire un truc absolument terrifiant. Il va dans sa voiture, il se baisse et il sort un truc de sous le siège. Le fou de la route n'a pas sorti un Tamagotchi ou une mangue de sous le siège, il a sorti un flingue. Là, il revient vers Elona et son mari, il pointe le pistolet sur son mari et il dit à Elona, écoute, on va faire quelque chose. Tu ne vas rien dire, tu ne vas pas crier, tu ne vas pas essayer de me prendre mon arme ou même de me taper, tu vas simplement te taire et faire ce que je te dis. Là, Elona, pétrifiée, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas si elle doit l'écouter et faire ce qu'elle lui dit ou alors peut-être lui sauter dessus parce que, je vous le rappelle, ce mec pointe son gun sur son mari. Bon, elle choisit la meilleure des deux options, elle décide de l'écouter histoire que le mec ne commence pas à se vénérer. Et là, le gars lui dit, tu viens avec moi dans ma voiture, tu te mets sur le siège passager et tu ne fais rien et surtout, tu te tais. Bon, c'est ce qu'elle fait. Les deux personnes vont dans la voiture. Le mec la démarre. Il fait une marche arrière. Il se met face au mari d'Elona, qui, je vous le rappelle, est toujours inconscient au sol. Et là, ce qu'il va dire à Elona, mes amis, c'est terrifiant. Enfin, ça prouve bien que le mec est complètement cinglé. Il dit à Elona, tu vas sortir de ton côté. Moi aussi. On va s'échanger les places et je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Est-ce que vous le sentez venir? Peut-être ou peut-être pas. Dites-moi en commentaire, mais ça va être terrible. Elona ouvre la portière, elle sort de la voiture, elle va prendre la place du conducteur pendant que le mec va prendre la place passager. Les deux referment les portières et là le mec lui dit « Écoute Elona, sur la route, tu m'as beaucoup manqué de respect. Moi je te rappelle que je conduis une belle voiture, une grosse voiture, pendant que toi t'es dans ta petite voiture de merde qui ne roule pas, qui ne va pas vite. Et en plus de ça, tu as l'audace de me klaxonner sur la route alors que en gros, je suis le boss. Bon, Elona, elle se dit, ok, ce mec veut me faire tester sa voiture en mode vroom vroom, je fais 100 mètres. Sauf que ce gars lui dit, je te laisse profiter de la vue, profite de voir ton mari pendant quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes. Et ensuite, il lui dit, tu n'as pas le choix, c'est soit ton mari, soit toi. Mais il y en a un des deux qui ne rentrera pas à la maison ce soir. Elona comprend pas vraiment où il veut en venir, elle le regarde en mode, je capte pas. Et là, le gars pointe son flingue contre Elona et lui dit, t'as pas le choix, soit c'est toi que je descends, soit tu appuies sur l'accélérateur comme jamais. Et ton mari, ça devient une crêpe jambon fromage. Quand elle capte où veut en venir le mec, Elona, elle a l'impression d'être dans un cauchemar. Vraiment, elle se dit, mais je suis là actuellement à cause d'un putain de klaxon sur la route. C'est lunaire. Et là, je dois prendre une décision. Soit c'est moi qui meurs, soit c'est mon mari. C'est fou. Sur le moment, elle ne sait juste pas quoi faire, c'est le premier réflexe, enfin c'est un peu un instinct qui lui vient. Et étant donné qu'elle a tellement peur de l'arme qui est collée à elle, enfin à quelques centimètres, eh bien, elle appuie sur l'accélérateur. Juste avant de rouler sur son mari, elle a un réflexe, elle fait un énorme coup de volant, et du coup, elle l'évite. Évidemment, le mec à côté, il se vénère comme jamais, il lui dit, je vais te redonner une chance, c'est soit ça, soit c'est terminé. Elle se remet en position quelques mètres plus loin, un petit peu comme un avion qui arrive au début de la piste de décollage. Elle rappuie sur l'accélérateur, mais arrivée à la hauteur de son mari, elle met un léger coup de volant, mais très léger, parce que dans sa tête, elle nous explique qu'elle se dit, soit je roule tout droit et mon mari c'est une crêpe jambon fromage d'ici quelques secondes, soit j'essaye de décaler un tout petit peu, histoire de juste, entre guillemets, lui rouler sur la jambe, et c'est exactement ce qu'elle fait. Le mec, il s'en rend pas vraiment compte parce que lui, il sent juste une espèce de secousse, il est content, et là, il se met à rire comme un fou furieux. Elona, elle est dans tous ses états, elle se dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que mon mari est encore en vie? Est-ce que je suis veuve? Ça, pour l'instant, elle en a encore aucune idée. À ce moment-là, la voiture est complètement arrêtée, les deux personnes sont encore à l'intérieur, et Elona, elle est juste en larmes, elle sait pas quoi faire, elle se dit, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et elle a qu'une seule envie, c'est d'appeler l'ambulance pour le dire, putain, je viens de rouler sur mon mari. Sauf que, vous en doutez bien, c'est pas le cas, elle peut pas le faire. Mais, mes amis, quelques petites minutes plus tard, on entend des sirènes qui arrivent au loin. Et c'est tout simplement la police. Comment est-ce qu'ils sont arrivés sur les lieux? Eh bien, c'est très simple. Il y a un passant qui a été témoin de la scène. Il a eu l'excellent réflexe d'appeler à la fois la police et l'ambulance. Là, Elona, elle assiste à une deuxième scène très choquante. Il y a plusieurs policiers qui se mettent à encercler la voiture. Ils ont tous leur arme en main et elle comprend vite que s'il y a le moindre faux geste ou le moindre mouvement, c'est fini. Le mec n'oppose aucune résistance. Il est interpellé parce qu'il voit vite que s'il fait le fou, c'est fini pour lui aussi. Et Elona, elle a l'impression qu'elle va tomber dans les pommes tellement elle n'en peut plus. Quelques minutes plus tard, on entend d'autres sirènes, c'est cette fois-ci l'ambulance. Et elle voit son mari au loin qui est mis sur un brancard, embarqué dans l'ambulance. Direction les urgences. Bon, pendant que son mari est pris en charge, elle est interrogée par la police. Et 1 heure après, elle est emmenée au commissariat. Là, elle explique tout ce qu'elle a vu, enfin, elle donne tous les renseignements possibles et imaginables. Et lorsqu'elle est libérée du commissariat, elle demande à la police, mais est-ce que vous pouvez m'emmener à l'hôpital? Parce que j'ai accessoirement mon mari
qui a pris une voiture sur la gueule. Ils acceptent de la raccompagner là-bas et dites-vous que sur le chemin, elle ne sait toujours pas si son mari est en vie ou non. Arrivée aux urgences, c'est la crise de panique totale, elle se met à hurler, il est où, etc. Et très vite, on l'accompagne dans sa chambre. Mes amis, on a eu très chaud parce qu'on est passé à quelques centimètres d'une catastrophe sans précédent. Si Elona n'avait pas mis un léger coup de volant, ce mec se prenait une roue sur la tête et il ne serait plus là aujourd'hui. Entre guillemets, avec des très gros guillemets, heureusement, il s'est simplement fait rouler sur la jambe. Bon, je vous épargne les détails, mais il n'est pas prêt de remarcher, enfin en tout cas pas d'ici quelques mois, parce que sa jambe, elle est complètement inutilisable. Évidemment, le fou de la route a été enfermé en prison pour ce qu'il a fait et j'espère qu'il n'est pas prêt de ressortir. Mais dites-vous que tout ça, c'est parti d'un simple klaxon. Donc, il y a un moment dans l'histoire ou dans la vie d'Elona où elle a mis un klaxon et 1 heure après, elle a dû rouler sur son mari. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais c'est absolument fou. Le plus important, c'est qu'Elona et son mari, eux, ils soient entre guillemets sains et saufs, même si son mari, sa jambe, elle est un petit peu KO. Mais d'après les médecins, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il puisse remarcher. Mais c'est pas impossible qu'un jour sa vie reprenne comme si de rien n'était. En tout cas, nous on croise les doigts, je ne sais pas quand cette histoire a été écrite, donc peut-être que ça s'est passé il y a 10 ans. Mais bon, j'ai envie de dire peu importe, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, moi je vous propose de vous réinstaller confortablement, reprenez une petite boisson, un petit truc à grignoter, etc. Avant de vous raconter la deuxième histoire, pendant que vous prenez à boire, pensez à venir me suivre sur Instagram, comme ça vous ne louperez rien. Et je vous le rappelle, fin mars, on doit faire une seule équipe, vous et moi. Je vais pas vous spoil parce que j'ai pas le droit, mais il faudra qu'on soit très puissant. Donc voilà, pensez-y, faites déjà des strates dans votre tête, mais je vous en parlerai dès que je peux. Mais vous allez voir, ça en vaut vraiment la peine. Cette deuxième histoire, c'est celle de Tony. Au moment où ça se passe, il nous raconte qu'il a 15 ans. Il rentre en seconde avec cette idée que le lycée, ça va être plus simple que le collège. Et il se dit qu'il va pouvoir enfin respirer un peu, qu'il va rencontrer de nouvelles personnes, et que plus globalement, il va pouvoir repartir de zéro. Bon, même s'il pense tout ça, il n'a pas vraiment d'attente. Il veut simplement une année normale, tranquille, sans problème. Et il nous explique que les premiers jours de cours, ils sont comme il l'espérait. Les leçons s'enchaînent normalement, les profs sont plutôt sympas, on va dire. Certains, ils sont un petit peu plus stricts que d'autres, mais c'est normal. Et très vite, Tony nous raconte qu'il se fait 2-3 potes. Il trouve son rythme, il se dit que finalement, la seconde, c'est exactement ce qu'on lui avait décrit. C'est-à-dire plus de liberté, plus d'autonomie, mais rien d'insurmontable. Les premières semaines, elles se passent sans accroche, sans problème particulier. Et puis, un matin, en entrant dans la salle de classe, tout le monde remarque une femme qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Elle est là, derrière le bureau, avec les bras croisés, les yeux fixés sur eux, un peu comme si elle analysait chaque étudiant présent dans la classe. Évidemment, elle ne dit rien, et les étudiants comprennent vite que le prof habituel, il est absent. Donc, cette personne, c'est probablement une remplaçante. Bon, jusque-là, vous allez me dire rien d'anormal, sauf que dès qu'elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, Tony nous dit qu'il sent un truc bizarre. Alors, pas il sent dans le sens elle a mangé de l'ail, mais plutôt sur sa manière de parler. Visiblement, elle est hyper stricte, hyper sèche, un peu comme si elle en pouvait déjà plus de la classe alors que la leçon n'a même pas encore débuté. Au début, les élèves se disent que c'est juste une personne un peu stricte et que ça arrive, alors ils vont s'adapter. Sauf que très vite, les choses deviennent sérieuses. La prof claque un gros livre sur sa table, histoire de faire sursauter les élèves du premier rang, et elle se met presque à en rire. Environ toutes les 7 secondes, elle demande le silence, donc c'est insupportable. Et Tony nous raconte que pendant ce premier cours, il y a un des élèves qui a tourné la tête 2 secondes pour regarder par la fenêtre. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est glissée derrière lui, elle lui a mis une petite tape sur la tête en lui disant que ça lui apprendra à regarder au lieu d'écouter ce qu'elle a à raconter. Bon, on est d'accord que c'est des méthodes un petit peu extrêmes, c'est pas autorisé. Mais vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter là. À un autre moment, la prof force un élève à rester à genoux sur le carrelage parce que visiblement, il lui aurait manqué de respect. Le problème, c'est qu'il en est rien. L'étudiant a fait juste un petit soupir, histoire de dire merde, j'ai oublié mon cahier. Mais en aucun cas, il a insulté la descendance de la prof ou quoi que ce soit. Bon, très vite, tout le monde comprend que c'est pas simplement une prof sévère, c'est une prof peut-être un petit peu instable, qui aime dominer et surtout qui adore humilier les élèves. Un autre truc que Tony remarque au fur et à mesure d'avoir cours avec cette prof, c'est qu'elle passe son temps à critiquer le physique des jeunes sans aucune gêne. Par exemple, des fois elle fait des remarques sur le physique d'une fille en disant « mais elle est trop maigre ». Enfin, elle le dit pas comme ça, mais elle fait souvent des petites blagues en mode « ah, celle-ci, si on la touche, elle va se briser en deux ». Et par rapport à un autre étudiant qui lui est malheureusement en surpoids, elle fait une blague du style « mais si demain il y a le feu et qu'on doit courir, il y en a un ici qui va rester dans la classe ». Mes amis, je ne sais pas sur qui on est tombé, mais je sais pas ce que cette personne fait en tant que prof. Et surtout, de quel droit tu te permets de faire des blagues sur le physique de quelqu'un, surtout des jeunes de 15 ans. Enfin bref, on est d'accord pour dire que cette personne est une véritable connasse, je l'ai dit vite parce que c'est pas moi qui l'ai dit, mais les étudiants, ils ne réagissent pas, parce qu'en fait, ils sont beaucoup trop choqués pour dire quoi que ce soit, et vu qu'il y a cette espèce de notion de hiérarchie dans le sens
la prof a le pouvoir sur les élèves, eh bien, ils ont trop peur de finir devant le directeur et de se faire virer de l'école. Logiquement, les étudiants commencent à se renfermer tellement elle leur fait peur. Plus personne n'ose dire le moindre mot dans cette classe, et elle a vraiment pris le contrôle total. Tony essaye de passer sous son radar, il se dit que s'il ne fait pas de bruit et pas de problème, elle va pas le remarquer, mais malheureusement pas du tout, parce qu'elle le remarque très vite et elle commence, cette fois-ci, à s'en prendre à lui. Par exemple, il nous raconte qu'elle corrige ses copies en mettant des annotations humiliantes du style pathétique, incompréhensible, et même quand les exercices sont bons, elle lui enlève des points sans raison. Parfois, ça lui arrive même de modifier ses notes alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et elle justifie ça par le fait qu'en classe, visiblement, Tony, il ne l'écoute pas. Sauf que, vous l'aurez compris, notre ami, il est littéralement assis droit comme un piquet sur sa chaise, à la fixer, à écouter le moindre mot qu'elle dit, tellement elle lui fait peur. Et le truc, c'est que c'est pas notre ami qui joue la victime, parce qu'il y a toute sa classe qui s'en rend compte, mais évidemment, personne ne dit rien parce que tout le monde a peur d'être la prochaine cible. Le truc, c'est que c'est détestable pour Tony parce que chaque fois qu'il se rend à l'école le matin, eh bien, il a une sale boule au ventre qui rend sa journée juste insupportable. Lorsque le soir il rentre chez lui, il dort mal, il fait des insomnies et dans sa tête, il y a un espoir, c'est que son prof habituel, il revienne de maladie ou je ne sais quoi, et que celle-ci, elle dégage loin. Sauf que, pendant ce temps, chaque jour c'est pire, chaque humiliation est plus violente que la précédente, et c'est vraiment en mode la prof, elle lui dit devant tout le monde, mais mec, tu n'arriveras à rien, tu es une sombre merde, je n'ai jamais vu un élève autant lent et incapable que toi, et Tony, il vit ça comme une véritable descente aux enfers. Un jour, la prof claque un livre juste à côté de lui pour le faire sursauter, comme si de rien n'était, et elle se moque devant tout le monde de la réaction qu'il a. Le lendemain, elle en vient à critiquer sa façon de marcher, le jour suivant, elle lui demande devant toute la classe si ses parents sont aussi moches que lui, parce que, selon elle, ça expliquerait beaucoup de choses. Vous vous en doutez, Tony, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas réagir, parce qu'il a affaire à une femme qui a probablement 3 fois son âge, qui a la maturité d'un bébé, alors que lui n'a que 15 ans. Il nous explique que plus les jours passent, plus la tension commence à monter en lui. À la maison, il ne parle même plus de ses cours, il ne veut pas dire qu'il galère parce que il veut pas paraître faible vis-à-vis de ses parents. Son seul but, c'est de temporiser jusqu'à que son prof normal revienne et que tout ça, ce soit un cauchemar oublié. Sauf que, malheureusement, cette prof, elle reste 1 semaine, puis 2, puis 3, et chaque jour, elle pousse les limites encore un peu plus loin. Tout ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, c'était horrible, humiliant et destructeur, mais ça restait dans une salle de classe, et surtout, c'était entre guillemets verbal. Tony, dans sa tête, il s'est dit, mais en fait, elle peut pas faire pire, sauf que vous allez voir, ce n'était que le début. Étant donné que notre ami se trouve dans une situation terrifiante à l'école, logiquement, ses notes, elles chutent. Pourtant, lui, il travaille, il fait tous ses devoirs, mais il n'arrive juste pas à se concentrer, tellement aller à l'école, c'est devenu un véritable supplice. Et le problème, c'est que même s'il fait presque tout juste à ses contrôles, elle enlève des points, et il n'a pas envie d'aller se plaindre vers le directeur ou même à ses parents, parce que comme je vous l'ai dit, il n'a pas envie de paraître faible, et surtout, il se dit, mais si je dis ça à mes parents, déjà, ils vont s'inquiéter, et en plus de ça, ils vont penser que c'est moi qui suis nul. À un moment, il décide de demander à la prof pourquoi est-ce qu'elle lui enlève des points, mais elle a toujours réponse à tout, elle lui explique que il est nul, il a fait faux, c'est pas ça la bonne réponse. Et en gros, elle lui coupe la parole dès qu'il essaye de se justifier. Un jour, tout bascule lorsque cette prof lui colle 2 heures pour insolence, alors qu'il n'a rien dit. La seule chose un petit peu discutable qu'il a faite, c'est qu'il a soufflé parce qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme lorsqu'elle dictait quelque chose. Et lui, il écrivait trop lentement, donc il n'arrivait pas à suivre. Et vous vous en doutez bien, la prof, elle l'a pris comme une véritable provocation. Un peu comme dans l'histoire d'avant, lorsque la fille a klaxonné, le mec, il a pris ça comme une insulte ou je ne sais quoi. Eh bien là, c'est similaire. Avant qu'il ait eu le temps de sortir son téléphone pour prévenir ses parents, parce que oui, les heures de retenue, elle lui met pas un autre jour, elle lui met juste après les cours, eh bien, cette dame lui arrache le téléphone des mains en disant que les écrans, ça rend les gamins idiots, et elle le lui confisque sans explication. Tony la regarde en étant complètement perdu, il panique parce que ses parents, ils vont forcément croire qu'il s'est fait enlever, qu'il traîne dehors ou je ne sais quoi. Donc, vous l'aurez compris, probablement que ça va lui attirer quelques ennuis et surtout beaucoup de stress à ses parents. Inutile de vous préciser que les 2 heures de colle, elles passent lentement. Quand je vous dis lentement, c'est très lentement. Au bout de 2 heures, ça y est, c'est terminé. Tony sort du lycée. À l'extérieur, il fait nuit. Enfin, c'est juste terrible. Et pour couronner le tout, lorsqu'il arrive à la maison, ses parents l'engueulent et ils lui disent « Mais écoute Tony, on était super inquiets, on a cru qu'il t'est arrivé je ne sais quoi. » Et ils lui demandent pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu au téléphone lorsqu'ils l'ont appelé. Tony, il essaye de s'expliquer, mais il voit dans les yeux de ses parents que ils ne le prennent pas au sérieux. Donc maintenant, peut-être que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de ses notes à ses parents. Il répète sans cesse que c'est la prof qui lui a confisqué son téléphone pour aucune raison, mais pour les parents, c'est simplement une excuse parmi tant d'autres qu'il vient d'inventer. Bref, Tony, il est au bout de sa vie, il est juste trop mal, il monte se coucher sans même réussir à les convaincre. Et là, lorsqu'il arrive dans son lit, il y a un truc qui me brise le cœur, c'est qu'il se met à pleurer. Parce que d'un côté, il doit aller à l'école avec une prof
enfin comme je vous l'ai dit, c'est une connasse, mais c'est pas moi qui le dis. Et lorsqu'il rentre chez lui, donc il arrive dans sa petite bulle, dans sa safe place, ses propres parents ne le croient pas. Donc bref, il pleure pendant de nombreuses minutes, il essaye de se rassurer tant bien que mal, et je trouve que Tony, à ce moment-là, il est extrêmement fort. Et là, je vais faire un message, je suis pas parent, je n'ai pas d'enfant, donc peut-être que ça ne vaut rien. Par contre, la chose que je sais, c'est que j'ai été aussi un enfant, que je suis allé à l'école, et que lorsque ça se passe mal à l'école, il faut se dire que l'enfant, sa bulle protectrice, sa safe place, c'est sa maison. Donc, si en plus de l'école, les parents instaurent un climat mauvais, enfin tendu, l'enfant, c'est une catastrophe pour lui. Donc, le message, c'est que si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui vont à l'école et qui ont, je sais pas, ça peut partir de 5-6 ans ou peut-être même avant, jusqu'à 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, eh bien, s'il vous plaît, lorsque votre enfant vous dit « ça ne va pas à l'école, il y a quelqu'un qui m'embête, la prof est méchante, etc. », peut-être que c'est inventé, mais s'il vous plaît, prenez-le au sérieux et essayez d'aller dans son sens. Dites-vous que vous êtes ses parents, vous êtes ses référents, votre enfant a une confiance aveugle en vous, donc si vous l'envoyez chier lorsqu'il vous dit ça, c'est terrible. Voilà, c'était la petite morale de l'histoire, je suis pas parent, encore une fois, je suis personne pour vous dire ça, mais ayant été enfant et vu que je suis allé à l'école, je pense que c'est aussi légitime. Enfin bref, notre ami, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, il arrive à trouver tant bien que mal le sommeil. Le jour où tout bascule vraiment, c'est un mercredi après-midi où Tony essaye de sortir de la salle parce que c'est la fin des cours, sauf que la prof, elle lui bloque le passage. Elle se met devant lui, très proche, et elle lui dit qu'elle a quelques remarques à lui faire. Tony n'a pas le temps de respirer, qu'elle lui attrape le bras, mais pas doucement, assez violemment même. Et lui, ça le surprend tellement qu'il lâche un petit cri sans même le vouloir. Elle serre encore plus fort, presque comme si elle testait jusqu'où il pouvait aller. Et notre ami, il sent qu'elle est en train de le griffer. Lui, il veut reculer, mais elle continue de le serrer. Et à ce moment-là, il ne comprend même pas ce qu'elle est en train de lui raconter. Il entend simplement que sa voix est glaciale, qu'elle lui reproche un truc ridicule, du style une histoire de cahier mal rangé, un stylo mal fermé, enfin, du bullshit absolu. Puis, lorsqu'elle a fini de lui raconter de la merde, elle le lâche. Bon, Tony, il cherche pas à comprendre, il se barre en courant de la salle de classe. Son bras lui fait super mal, il n'ose même pas regarder parce qu'il a peur de voir ce qui lui est arrivé. Et son premier réflexe, c'est pas de courir en dehors de l'école, c'est d'aller se réfugier dans les toilettes. Une fois en sécurité, il lève la manche de son pull et il voit qu'il y a des marques. Il y a clairement la marque d'une main bleu-violette, enfin, c'est un truc de fou. Et vu qu'il est tellement choqué, il reste là pendant quelques secondes, et il se dit, il faut absolument que je sorte de cette école de cinglés. Il sort des toilettes, il se barre en courant, il prend le bus et il rentre à la maison. Une fois arrivé, il monte dans sa chambre et il fait sa life. 2 heures plus tard, lorsque sa mère l'appelle pour le dîner, il descend les escaliers en t-shirt et il oublie presque qu'on voit son bras. Ses parents le regardent et ils lui disent « mais ça va ? C'est quoi ça ?» Tony baisse les yeux vers son bras, il ne dit rien pendant quelques secondes, et là, il balance toute la vérité. Il leur dit que c'est sa prof qui vient de lui faire ça, que ça fait des semaines qu'elle lui fait vivre un véritable enfer sur Terre, qu'il a essayé de leur en parler plusieurs fois, mais que malheureusement, ils ne l'ont jamais cru. Bon, là, face à cette preuve qui est quand même bel et bien réelle, ses parents, ils comprennent enfin qu'il ne ment pas, et dès la première heure, le lendemain matin, ils demandent un rendez-vous immédiatement avec cette prof. Logiquement, Tony panique parce qu'il sait très bien qu'elle va nier en bloc, mais là, il n'y a pas d'autre choix. C'est ça ou ça continue. Le lendemain, lors du rendez-vous, la prof arrive avec un grand sourire, et les parents de Tony la confrontent. Ils l'accusent en lui montrant la marque qu'il a sur le bras, et clairement, ils veulent une explication. Évidemment, la prof nie tout en bloc, elle dit qu'elle est extrêmement choquée qu'on puisse imaginer ça d'elle. Vous l'aurez compris, elle joue la victime comme si elle était blessée par ses accusations. Et Tony, lui, il est à côté, il est en train de bouillir. Il supporte plus d'entendre ses mensonges. Donc à un moment, il pète un câble et il lui dit d'arrêter ses conneries, d'assumer ce qu'elle a fait. Et là, son visage, il change d'un coup. Elle le regarde comme si elle allait le frapper sur place. Et ça échappe pas aux yeux de ses parents. Ils comprennent que cette personne, elle est pas simplement instable ou même violente, elle est carrément dangereuse pour les enfants. Bon, au bout de quelques secondes, ils disent « ça y est, on s'arrête là ». Ils sortent du bureau et immédiatement, ils déposent un signalement auprès de la direction parce qu'ils ont vu que cette personne, elle est juste cinglée. La bonne nouvelle tombe seulement 2 jours plus tard, et quand on est dans une situation comme ça, 2 jours, c'est énorme, eh bien, la direction a pris la décision de suspendre cet enseignant. Vous vous en doutez, les parents de Tony, ils ont bien pris soin d'envoyer une photo du bras de leur fils, en expliquant que c'est la prof qui lui a fait ça, qu'elle lui enlève des points sur les notes, qu'elle le maltraite, etc., etc. Bon, logiquement, Tony, il pense que c'est fini. Sauf que, malheureusement, c'est à ce moment précis que ça prend une autre tournure. Bon, il y a quelques semaines qui se passent sans qu'il y ait le moindre événement. Sauf que, un soir, lorsque Tony sort du lycée, il voit une silhouette immobile qui est de l'autre côté de la grille. Et cette silhouette, il arrive à peu près la distinguer. C'est une femme, debout, avec des bras croisés, qui fixe les élèves qui sortent. La plupart ne la remarquent même pas, et Tony, au début, il se dit, bon, c'est une maman qui attend son enfant parce qu'elle est venue le chercher ou je ne sais quoi. Sauf que, plus il s'avance pour sortir de l'école, plus il remarque de qui il s'agit. Vous vous en doutez bien,
c'est l'enseignante. Elle fixe Tony, qui lui se dit « mais what the fuck, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Il a le réflexe de se reculer, il se met derrière un groupe pour sortir en même temps qu'eux, et lorsqu'il se retourne une deuxième fois, elle a complètement disparu. Bon, gros coup de stress, mais ça va. Il peut sortir de l'école, il rentre dans le bus, il rentre en sécurité chez lui, et la soirée se passe plutôt correctement. Le samedi de la même semaine, Tony va au centre commercial avec un de ses copains. Ils font une petite balade, ils boivent un verre, ils vont au McDo, et quand ils descendent les escalators pour aller dans un magasin de vêtements, Tony ressent quelque chose dans son dos. Ce quelque chose, c'est assez précis, c'est le souffle d'une personne qui est très proche, et lui, il sait que c'est pas son pote parce qu'il est à côté, donc dans sa tête, il se dit la seule personne qui pourrait me faire ça, c'est mes parents. Quand il se retourne pour voir de qui il s'agit, c'est pas ses parents qu'il voit derrière lui, c'est cette cinglée et elle se trouve vraiment à quelques centimètres à peine de lui. L'ami de Tony ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer, sauf que notre ami dans sa tête, il sait que ça pue la merde. Il sait que cette personne n'a rien à faire là ou que, voilà. Oui, elle peut se trouver un samedi dans un centre commercial, mais ça fait quand même une sacrée coïncidence. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est à 2 cm à peine de la nuque de Tony? Au début, la cinglée ne dit rien, elle se contente de rester derrière lui, puis elle se rapproche un petit peu, elle se penche légèrement vers son oreille et elle lui murmure quelque chose que Tony n'oubliera jamais. C'est une phrase prononcée avec un ton très calme qui, en gros, rend la chose encore plus flippante. Elle lui dit « Mon petit, tu crois vraiment que tu vas me gâcher la vie comme ça, sans que je fasse rien ?» Elle le dit sans émotion, sans âme, sans colère, sans rien. Tony, il veut reculer, mais vu qu'il est dans des escalators, il n'a nulle part où aller. Sauf que lorsqu'il essaye de descendre les escalators, il y a quelque chose qui se passe. En gros, la cinglée le pousse alors qu'il avait le pied dans le vide. Et vous imaginez bien, Tony, il se mange la gueule dans les escalators. Et malheureusement, il n'y a personne devant lui pour arrêter sa chute ou même l'attraper. Vu qu'on est sur des escalators, vous savez, il y a des petites dents métalliques, enfin il y a des trucs qui font un petit peu mal si on se les prend. Eh bien ça lui fait super mal au bras, au dos, aux jambes. Et malheureusement, à la fin de sa chute, lorsqu'il arrive à peu près en bas, sa tête, elle tape contre une marche et là, ça commence à devenir un petit peu flou. Il entend simplement des gens qui crient autour de lui. Il sait probablement qu'il saigne, mais il ne pourrait pas dire exactement d'où parce qu'il est complètement sonné. Le dernier souvenir qu'il a de ça, c'est son pote qui est en train de courir vers lui. Et après ça, trou noir. Son pote nous raconte que cette dame, donc la prof, lorsqu'elle est arrivée en bas, elle n'a même pas pris le temps d'aller voir comment il va. Enfin, vous me direz, c'est à peu près normal parce que c'est elle qui l'a poussé dans les escaliers. Elle a profité de l'attroupement que ça a créé pour se barrer. Évidemment, les gens se précipitent vers Tony. Il y a une dame qui hurle qu'il faut appeler une ambulance. Un homme retire sa veste pour la poser sous la tête et malheureusement, Tony, il ne répond plus. Il ne bouge même plus, c'est à peine s'il respire, son visage, il est couvert de sang. Enfin, vraiment, la scène, elle est horrible à voir. Les secours, heureusement, arrivent très vite, donc il l'emmène aux urgences, pendant que son ami, lui, prévient les parents. Tony, il part en ambulance sans vraiment savoir ou même comprendre ce qui est en train de lui arriver, et son état est tellement grave qu'il reste plusieurs jours dans le coma. Ses parents sont à son chevet en permanence, ils vivent dans la peur que leur fils ne se réveille jamais, et surtout, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'il a pu faire une aussi grosse chute dans un centre commercial. Heureusement, quelques jours plus tard, Tony finit par ouvrir les yeux, il ne comprend absolument pas où il est, il a mal partout, ses muscles tirent à chaque mouvement, et les médecins restent assez vagues, ils lui disent qu'il a survécu à une très grosse chute, que ça fait quelques jours qu'il est en gros en train de faire une sieste, mais sans plus. Évidemment, face à cette bonne nouvelle, les parents pleurent de soulagement, et quand ils lui demandent ce qui s'est passé, lui, il se souvient plus vraiment. Mais ce jour-là, il y a son pote qui est aussi à son chevet, et lui, il va dire « c'était elle ». Il y a une dame qui s'est approchée de lui, qui lui a soufflé quelque chose dans l'oreille, et qui l'a poussé brutalement. Et immédiatement, les parents comprennent de qui est-ce qu'il parle. Là, il raconte tout en détail ce qui s'est passé. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait avant, donc le jour de la chute? Eh bien, visiblement parce que ses parents, donc les parents de l'ami de Tony, eh bien, ils l'ont gardé à la maison parce qu'ils avaient simplement trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc là, entre guillemets, c'est la première fois que l'ami a la possibilité de parler aux parents de Tony. Une fois qu'il est sorti de l'hôpital, quelques jours après, toute la classe a eu enfin le courage de parler de ce qu'il vivait depuis plusieurs semaines à cause de cette prof. Et là, le problème, c'est qu'elle a voulu aller beaucoup plus loin en essayant d'ôter la vie de Tony. Donc, on s'en doute bien, au-delà d'être suspendue par l'école, elle a été mise en prison et jugée pour tentative de meurtre sur mineur. C'est un truc de cinglé, je ne sais pas exactement où s'est passée cette histoire, mais c'est un truc de ouf. Et vraiment, cette histoire, j'ai sélectionné parce que je trouve qu'elle fait super mal au cœur, parce qu'on a affaire à un enfant qui veut simplement aller à l'école pour apprendre des choses, voir ses potes, rigoler, se construire une vie sociale. Et il y a cette espèce de connasse, je suis désolé pour les gros mots, mais ça me met hors de moi. Il y a cette espèce de dinde qui lui fait vivre un enfer, qui, au-delà de lui faire vivre un enfer,
pousse dans les escaliers. Donc mettez-vous une seule seconde à la place de ce pauvre Tony, c'est un enfer sur terre. Vous rajoutez à ça qu'au début ses parents ne le croyaient pas, enfin je n'ose pas imaginer ce qu'il a ressenti pendant plusieurs semaines. En tout cas, la bonne nouvelle c'est que visiblement aujourd'hui Tony n'a pas beaucoup de séquelles de cette histoire. Et j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte, parce que vu la gravité de la situation, potentiellement qu'aujourd'hui, ce serait plus forcément la même personne. Enfin bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Un petit mot sur ces situations, je sais que je prends en guillemets beaucoup la parole sur ce sujet, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche beaucoup. C'est pas forcément lié à cette histoire, mais c'est la cause du harcèlement. On est dans une époque et dans une société où on a tendance à banaliser le harcèlement, que ce soit en ligne, mais surtout en physique, en présentiel. Et je pense sincèrement que l'endroit où se passe le plus d'harcèlement, ce sont les écoles. Donc je vous en supplie, je vous en conjure, je vous paye s'il vous plaît pour le faire. Mais si vous voyez quelqu'un qui est victime d'harcèlement, ne restez pas les bras croisés et pire encore, n'alimentez pas le harcèlement. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités, même si vous êtes jeune, dites-vous que cette personne, on est en train de lui briser sa vie. Donc s'il vous plaît, contactez un responsable, contactez les parents ou investissez-vous et faites quelque chose, agissez, parce que personne ne mérite d'être harcelé, encore moins lorsqu'on a 13, 14, 15 ans, ou peu importe. Donc, vous qui regardez la chaîne, s'il vous plaît, je compte sur vous vraiment pour partager ces valeurs, pour abolir le harcèlement, même si malheureusement je sais bien que je suis personne, et même un youtubeur qui a des millions d'abonnés, c'est personne, on n'a pas le pouvoir d'arrêter tout ça. Par contre, il y a un seul pouvoir qu'on a, c'est de pouvoir nous exprimer devant plusieurs personnes et faire passer des messages. Donc s'il vous plaît, lorsque vous voyez ça, agissez. Bref, c'était la petite morale de cette histoire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like. Si vous regardez le podcast ou vous l'écoutez, mettez 5 étoiles, ou mettez-en une si jamais vous avez détesté. Et moi, je vous promets de vous retrouver très rapidement pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.